Dans cette vidéo, je te propose de voir dans le détail comment appliquer la seconde loi de Newton. La seconde loi de Newton, elle permet de prévoir la trajectoire des objets à partir des forces qui vont s'exercer dessus. Alors ça paraît logique puisque c'est directement dans le nom, mais on la doit à Newton et il l'a écrite en 1687. Donc il y a maintenant plus de 3 siècles. Et malgré ça, elle reste encore d'actualité puisqu'elle permet vraiment de prévoir la trajectoire de tous les objets. Avec cette loi, on peut donc prévoir la trajectoire des planètes. On peut aussi s'en servir pour calculer la trajectoire des fusées par exemple. Mais on peut aussi comprendre le mouvement des objets qui nous entourent, comme par exemple les voitures. Mais elle peut aussi servir à prévoir le comportement des objets plus petits, comme par exemple des ballons de foot. Bref, tu le vois, c'est un outil vraiment très puissant. Dans les faits, on peut prévoir l'accélération d'un objet à partir des forces extérieures qui vont s'appliquer dessus. Et ça, en général, on le retient avec une formule que tu as sous les yeux. Cette formule, elle nous dit que la somme des forces extérieures qui s'exercent sur un objet, donc le terme de gauche que tu as sur l'égalité, c'est égal à la masse de ton objet, fois l'accélération de l'objet. Et tu vois que c'est une égalité vectorielle puisqu'on a des vecteurs sur les forces extérieures et sur l'accélération. Mais ça, on va voir un peu plus loin dans la vidéo ce que ça signifie à travers un exemple. Et cette formule, dès la fin du lycée, il faut la connaître par cœur puisqu'on s'en sert tout le temps. En réalité, la seconde loi de Newton, elle va plutôt nous servir à prévoir la position d'un objet à un instant donné. Ainsi, grâce à la seconde loi de Newton, on pourra prévoir par exemple la position d'une planète dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, ou même remonter le cours du temps, savoir où était la planète il y a 10 ans. Bref, on peut prévoir des positions. Mais ça c'est bien, mais il y a un petit hic, c'est qu'il y a plusieurs étapes intermédiaires obligatoires. Il faut vraiment toutes les respecter de manière rigoureuse, parce que s'il y a une des étapes que tu fais mal, bah ton résultat est faux. La première étape c'est donc de faire un bilan des forces, la deuxième étape c'est d'écrire la seconde loi de Newton, la troisième étape c'est d'en déduire l'accélération, la quatrième étape c'est d'intégrer pour avoir la vitesse, ensuite tu dois utiliser les conditions initiales pour déterminer la valeur des constantes, mais bon si ça te semble flou tu vas voir avec l'exemple que ça sera beaucoup plus clair. Ensuite, tu dois réintégrer la vitesse pour avoir cette fois-ci la position, et tu dois réutiliser les conditions initiales sur la position pour redéterminer la valeur des nouvelles constantes. Et tu le verras à la fin de la vidéo, il y a même souvent une 8ème étape un peu bonus. Ça fait des exercices souvent un peu denses, et quand on n'a pas l'habitude, on peut vite être un peu perdu. Ce qui se passe en général pour toi au lycée, c'est que vu qu'on n'est pas là pour te faire des exercices qui sont horribles à te faire arracher les cheveux, c'est qu'on va simplifier la première étape. Et en faisant ça, en simplifiant la première étape, toutes les autres qui vont suivre seront beaucoup plus simples. On va donc la plupart du temps te placer dans le cas le plus simple. Et si tu sais faire le cas le plus simple, en faisant ça, on s'assure que tu maîtrises l'ensemble du processus, l'ensemble des étapes, mais on te simplifie largement les calculs qu'il y a derrière. Et cet exemple très simplifié, c'est le cas de la chute libre. Alors pourquoi il est simplifié? Parce que dans ce cas-là, on n'a que le poids qui s'exerce, puisque par définition, une chute libre, c'est quand il n'y a que le poids qui s'exerce sur un objet. Pour faire notre bilan des forces proprement, on précise dans quel référentiel on se place, donc ici le référentiel terrestre, considéré galiléen, c'est important de préciser ça au départ, et on précise le système étudié, donc ici on étudie une pomme. Une fois que tu en es là, tu écris la seconde loi de Newton. Somme des forces extérieures, c'est égal à la masse fois l'accélération. On l'a dit, ensuite on doit lister toutes les forces qui s'exercent sur la pomme. Et ici il n'y en a qu'une puisqu'on est dans le cas simplifié, il n'y a que le poids. Alors bien sûr, en réalité, il y a d'autres forces. Il y a la poussée d'Archimède, des frottements, bref, il y a tout un tas d'autres forces. Mais ici on va totalement les négliger. On part du postulat que ces forces sont si faibles devant le poids qu'on peut se passer de les écrire. On obtient donc poids est égal à masse fois accélération. Or P c'est égal à m fois g, on remplace. On voit qu'on a m à gauche et à droite de l'égalité, on simplifie, et on obtient en finalité que l'accélération c'est égal à g, l'intensité de la pesanteur. Et pour pouvoir faire les calculs dans la suite de l'exercice, on va écrire une égalité vectorielle. Pour faire ça, on constate que le vecteur g, il a une composante de 0 selon l'axe x, et de moins g selon l'axe z. Alors bien sûr ça peut changer en fonction des exercices, mais ici dans mon exercice ça correspond à ça. Et ensuite on va essayer d'obtenir la vitesse. Pour ça on repart du vecteur accélération. Dans l'exercice on nous aura donné un vecteur vitesse avec en général un angle, donc ici l'angle alpha. On écrit la primitive du vecteur accélération. Alors pour faire ça il faut faire un peu de maths. Si tu es pas trop à l'aise avec ça au niveau mathématique, je laisse ça à ton prof de maths, parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais bon, sache que dans ce type d'exercice c'est vraiment tout le temps le même calcul. Donc au bout d'un moment, si tu le fais 4 ou 5 fois, tu vas même finir par le connaître par cœur. C'est-à-dire que même si tu n'as pas les bases de maths qui vont derrière, finalement tu pourras quand même réaliser ce genre d'exercice. C'est un peu triste, mais tu t'en sortiras quand même. La primitive de 0, c'est donc une constante, C1. La primitive de moins g, c'est moins gt plus une constante, C2. Il faut encore qu'on détermine la valeur de ces constantes, C1 et C2. Pour ça, on utilise les conditions initiales. Le vecteur vitesse initiale, il peut se décomposer selon l'axe x en V0 cosinus alpha. Et selon l'axe z en V0 sinus alpha. Et ça nous donne directement la valeur des constantes C1 et C2. Alors bien sûr, en fonction de l'orientation des axes dans ton exercice, il peut y avoir des signes moins qui apparaissent sur C1 et C2. Pour savoir s'il y a des signes moins, il suffit de regarder si V0 pointe dans le même sens que les axes X et Z.
Ici c'est le cas, donc il n'y a pas de signe moins. Mais si V0 par exemple était orienté vers le bas, alors c'est-à-dire qu'il était dans le sens opposé à l'axe Z, et dans ce cas-là, il y aurait eu un signe moins selon l'axe Z. En utilisant les conditions initiales, on a donc l'expression vectorielle de notre vecteur vitesse. Et enfin, dans la dernière étape, on repart du vecteur vitesse, on va avoir des conditions initiales sur la hauteur de la pomme, et on va une nouvelle fois faire la primitive de ce vecteur vitesse, cette fois-ci pour obtenir la position de notre pomme à n'importe quel instant. On obtient cette expression, qui est cette fois-ci encore un peu plus lourde, où on a deux nouvelles constantes, C3 et C4. Et pour déterminer la valeur des constantes C3 et C4, on utilise cette fois-ci les conditions initiales sur la position de la pomme à l'instant 0. Autrement dit, on se demande quelles sont les coordonnées de la pomme à l'instant 0. Selon l'axe X, ici c'est 0 dans mon exemple, et selon l'axe Z, c'est H, puisqu'ici l'énoncé nous indique que la pomme a une hauteur de H à l'instant 0. On a donc déterminé la valeur de nos constantes C3 et C4, et on peut remplacer dans l'expression. Et avec l'expression que tu as sous les yeux, tu pourras remplacer T par n'importe quelle valeur, par exemple par 2, faire le calcul, et tu pourras prévoir la position de la pomme à n'importe quel instant. Donc là, dans mon exemple, en remplaçant par 2, tu pourrais savoir où se situe la pomme au bout de 2 secondes. Mais bon, en général, on te laissera pas terminer comme ça, on te fera faire une dernière étape, obtenir l'équation de la trajectoire. Pour obtenir l'équation de la trajectoire, il faut au préalable avoir réalisé toutes les étapes qu'on vient de réaliser, puisqu'il te faut l'expression du vecteur OM, donc le vecteur position. Une fois que tu l'as, tu prends l'expression la plus simple, donc en général celle selon l'axe X, et tu la réécris pour avoir le temps qui est exprimé en fonction de la coordonnée spatiale. Donc t est égal à x divisé par v0 cos alpha. Donc dans la deuxième expression, celle selon y, tu vas repérer tous les t, donc il y en a 2, et tu les remplaces par l'expression que tu viens de trouver. Ça te donne donc une expression assez lourde. Généralement, on a quelques simplifications à faire pour avoir une écriture un peu moins lourde. Donc, par exemple, sinus alpha divisé par cos alpha, ça fait tangente. On a des v0 qui se simplifient, on trace un trait de fraction un peu plus long pour avoir une écriture un peu plus compacte. Bref, on rend l'écriture un peu plus digeste. Et là, on reconnaît une équation de second degré. Ce que ça signifie, c'est que quand on lance notre pomme, sa trajectoire est une parabole. Elle va monter, puis descendre, jusqu'à toucher le sol. Et l'équation là que tu as sous les yeux, si jamais tu la traces, ça te donnera la trajectoire de la pomme au cours du temps. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'équation de la trajectoire. C'est tout pour cette vidéo, si tu l'as apprécié, like, abonne-toi, et n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site pour trouver des fiches de révision, d'autres vidéos et du soutien scolaire. On se dit à bientôt!